Hello, good morning, my friend. How are you? Bonjour à tous les téléspectateurs de la Guadeloupe, de la Guyane, du Luxembourg, de Paris, du monde. Et puis un bisou particulier ce matin à ma fan de New York. Hello, Evelyne McIntosh. Et puis à Marie-Joseph. On a voyagé hier soir ensemble. Et ce matin, nous sommes là en direct, comme je vous l'avais promis, pour Zahir et Théophile avec l'auteur Imaniye Daniela. Daniela, how are you, my friend? I'm very, very fine to be with you today, my dear. And you? Fine, thank you. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Donc, merci d'être là, Imaniye. Merci, ma chérie. Donc, merci. Toi, tu nous viens avec le livre Zahir et Théophile qui bouleverse la Martinique, qui bouleverse les cœurs, qui fait pleurer, qui fait tout ça. Alors, tout ça. Alors, dis-nous qui es-tu, ce que tu fais, et puis à quel moment tu t'es mis à écrire. Pour tout, tu sais qu'on est regardé de par le monde. Oui. Alors, ceux qui ne te connaissent... Pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Voilà, pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Alors, dis-nous qui tu es, et puis parle-nous aussi de ta maman, puisqu'il y a toujours référence à ta maman. Et puis, je vais te dire, même ta fille, parfois, hein. Ma nièce. Non, ta fille. C'est pas ta fille? C'est ma nièce, c'est la fille de Régine, mais elle me ressemble tellement qu'on pense que c'est ma fille. Aïe, bon Dieu, Régine, pardon. En plus, Régine, je sais que c'est ta fille. J'ai une fille de cœur qui s'appelle Laurine, qui est ma filleule, qui n'est pas là. Oui. Bon, mais Abishak, c'est ma nièce. Abishak, c'est ta nièce. Alors, je me suis trompée, j'ai dit que c'était ta fille. J'ai un fils. J'ai un fils. Alors, Imaniye, Daniel, ce nom-là, dès qu'on le dit, on pense à ta mère. Oui, on pense à ma mère. Dans un premier temps. Alors, tu vois, d'où l'importance, et c'est très bien que tu commences comme ça, parce que en fait, tu veux qu'on parle de moi, mais tu parles de ma maman. Et puis... Donc, il y a quelque chose qui est à l'origine de ce que je suis aujourd'hui. Et cette chose qui est à l'origine, c'est notre histoire, c'est mon passé. Et même si je n'avais pas connu ma mère et que je n'avais pas eu la chance de la côtoyer jusqu'à un certain âge, elle aurait quand même existé dans ma vie. Et ce qu'elle a fait dans sa vie, ce qu'elle a été dans sa vie, aurait eu une influence sur moi. Même si je ne la connaissais pas. Il en est de même de notre histoire. Ah ben, tout à fait. Et ceux qui l'occultent, occultent une partie d'eux-mêmes. Veulent occulter une partie d'eux-mêmes. Et puis se renient. Et puis, de toute façon, on est ce qu'on est. On est nos gènes, hein, on est la couleur de notre peau, on est le pays où on est né, on est l'histoire qu'on a vécue. Donc on peut toujours se transformer dans le temps, mais il est sûr que nous partons de quelque chose. Alors effectivement... Et en plus, même, c'est important ce que tu dis, j'ai reçu un linguiste qui dit que quand on gomme notre accent, on gomme notre identité. Ben oui. Pour tout ça qu'il n'est pas allé en manière pour ne pas savoir là, sorti. Ben oui. Eh bien, que ça, c'est important de savoir qui on est et de garder ça. Oui, est-ce que tu imagines un béquet sans son accent, par exemple? Oui, non? Ou bien non? On peut l'imaginer, un béquet, un créole qui serait né en France et qui aurait grandi en France pourrait avoir un accent particulier. Mais né en Martinique, ayant évolué en Martinique, le gars te dit bonjour, tu sais qu'il est béquet, tu n'as pas besoin de voir son visage. Donc c'est vrai que ça permet parfois d'identifier plus facilement et plus rapidement un interlocuteur. Alors effectivement, à la base, j'ai une famille d'artistes, et j'ai eu la chance d'avoir une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère couturière. Couturière, j'adore. Toutes les trois, couturières. Mon arrière-grand-mère est née dans les années 1840 et quelques. Et elle a transmis son savoir. À l'époque, on cousait à la main, tu sais. Elle a transmis son savoir à ma grand-mère, maman Dédette, qui l'a transmis à ma mère, Émilie. Et lorsqu'elle a eu une cinquantaine d'années, elle qui avait grandi dans le costume traditionnel,
s'est rendu compte que le costume était en voie de disparition et qu'on ne le sortait qu'à l'occasion du carnaval. Alors, elle a entamé une action qui est un sacerdoce qu'elle a pratiqué toute sa vie, de redonner aux Martiniquaises et à la Caraïbe, de leur rendre ce patrimoine vestimentaire qui est incroyable. 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 Et qu'on donc, va n'importe où et qu'on voilà. l'a. Alors, tant qu'elle était vivante, je n'ai pas beaucoup parlé de ma mère parce que j'ai été journaliste, donc je ne voulais pas être jugée partie. Mais ça fait presque 20 ans qu'elle est morte, 17 ans, 18 ans qu'elle est morte. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que tout ce qui se fait actuellement en matière de modernisation de notre grand robe traditionnelle a Émilie Daniel à la base, même si, comme c'est habituel dans ce pays, nous avons l'habitude de gommer ceux qui sont passés avant, de faire comme s'ils n'avaient jamais existé et de nier leur apport pour pouvoir simplement accaparer cet apport et en faire quelque chose qu'on dit nouveau, alors qu'Émilie Daniel l'a fait il y a 30 ans. Donc, voilà, maman a été la gardienne du patrimoine vestimentaire, non seulement de la Martinique, mais de la Caraïbe, puisqu'elle a exporté le savoir-faire martiniquais, notamment à l'île de la Dominique, qu'il avait fait venir, parce que les Dominicains avaient oublié comment faire leur tenue. Et le gouvernement de la Dominique a fait venir Émilie Daniel et l'a mise en stage pendant 3 semaines à l'île de la Dominique pour former une vingtaine de couturières. Bravo. Et si aujourd'hui l'île de la Dominique a ces magnifiques costumes et que les femmes de la Dominique reportent leurs costumes en toutes occasions, c'est l'œuvre d'Émilie Daniel. Si les stylistes de la Guadeloupe, je pense à Denis de Vahed, je pense bon, il y en a beaucoup, à Paul Hervé Elisabeth, qui est de la Martinique, tous les stylistes qui aujourd'hui se disent influencés par la tradition. Lorsque ma mère a commencé ça, elle a été honnie. C'est-à-dire que les autres gardiennes, parce que ma mère n'a pas été la seule à travailler sur le costume, ont dit oh, scandale, elle touche au patrimoine, elle déforme, elle invente. Avec la robe de l'an 2000. Avec la robe de l'an 2000 qu'elle a créée en 1970. Et oui, elle invente, elle déforme le patrimoine. Bref, elle avait touché au sacré. Et là, c'était vraiment des cris de protestation. Et aujourd'hui, je vois ces personnes habillées dans les robes de maman et agir comme si elles n'avaient jamais existé. Et ma mère, en fait, ce n'est pas grave, ce n'était pas grave pour elle parce que quand j'étais plus jeune et que ça n'intéressait personne, que je lui disais, mais enfin maman, tu m'obliges à faire ça, parce que j'ai toujours été son bras droit, son moteur de recherche, tu m'obliges à faire ça, ça n'intéresse personne, je ne vois pas pourquoi tu prends ton temps, ton argent, tu négliges ton magasin pour faire des costumes, etc. Ça n'intéresse personne. Elle m'a dit, même si ça n'a pas qu'à intéresser personne, c'est un travail, il faut faire. Il ne faut pas que ces costumes nous en mort. Je le dis pour les gens qui ne sont pas créolophones, même si ça n'intéresse personne, nos costumes ne doivent pas mourir. Ma mère m'a légué ça, ma grand-mère m'a légué ça, donc ça ne doit pas mourir. Donc je fais ce qu'il y a à faire avec les restants. Ça qui fait. Et effectivement, elle a fait ce travail jusqu'à la mort. 3 jours avant sa mort, elle devait être invitée au CMAC pour célébrer justement les 25 ans à l'époque du CMAC. Malheureusement, elle n'a pas pu, mais c'est pour dire que jusqu'au dernier moment, elle est restée dans l'action, dans la projection, dans l'avenir, dans ce futur qu'elle a si magnifiquement inauguré bien longtemps avant les autres. Et donc, j'ai d'elle, d'abord, son physique. Très belle. Je lui ressemble beaucoup. Il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue pour me dire, à la limite, tout ceci, pas dit, moi, mon copain, nous t'es mort. Bon, je dis, je sais pourquoi vous me regardez comme ça. Je ressemble à ma maman. Oui, bon, voilà. Et donc, c'est une fierté pour moi parce que c'est vrai que ma mère était une femme magnifique. Et j'ai gardé aussi d'elle cette opiniâtreté. Cette force de conviction qui fait aller jusqu'au bout de ce que l'on a entrepris, même si c'est dur, même si c'est difficile, même si c'est décrié. Une paladje. Voilà, aller au bout.
Et le livre en est une démonstration aussi. D'accord. Donc voilà. Et à quel moment tu te dis qu'il faut écrire cette histoire? On a la première de couverture, Zahir et Théophile, pas de pitché pour les nègres. À quel moment tu te dis, il faut que je fasse ce travail, il faut que... À quel moment? Voilà. Eh bien, je suis avec mon amie Aneta Vete-Kongolo. À qui on dit un coucou, qui est venue ici et qui est une chercheuse aux États-Unis et qui nous représente. Émérite. Et qui nous représente très très bien. Une femme brillante, intelligente et j'aime beaucoup parler avec elle, échanger avec elle à chacun de ses voyages. Et nous étions, elle et moi, en train de parler de la solitude qu'il y a en Martinique, la solitude des personnes, des gens, avec en particulier ce sentiment immense de solitude que l'on vit chacun de son côté, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. On est seul. Même si on est ensemble parfois en couple, on est seul parce qu'il y a une incompréhension. On pourrait rentrer dans les détails. J'ai beaucoup réfléchi à ça. J'ai quelques pistes pour permettre de comprendre ce problème. Mais toujours est-il que les hommes sont seuls de leur côté, les femmes sont seules. Et donc, c'est un sujet qui m'occupe. Je parle beaucoup de ça, en particulier avec elle. Et elle me dit cette chose. Elle me dit, tu sais, il fut un temps où ça n'a pas toujours été le cas. Il fut un temps où les hommes étaient solidaires des femmes et les femmes solidaires des hommes dans ce pays. Alors, comme Zahir et Théophile. Alors, elle dit ça et ça fait tilt. Zahir et Théophile. Je lui dis, mais c'est qui Zahir et Théophile? Elle me dit, voilà, c'est Victor Schellcher qui, dans son livre 2 ans d'esclavage, raconte l'histoire de Zahir et Théophile qui venait de se passer 2 ans avant qu'il n'ait écrit cette histoire, puisqu'il écrit son livre où il le publie en 1840. L'histoire s'est passée en 1838 et il cite le cas de Zahir et Théophile comme étant un modèle de mauvais traitement des maîtres à leurs esclaves. Donc je lui dis, mais oui, mais pourquoi eux particulièrement? Parce que les mauvais traitements, ça... Il y en avait, c'était courant. Elle me dit, oui, parce que eux, en fait, je te parle de solidarité pour eux parce que Zahir, n'ayant pu supporter l'inhumanité de sa condition, après qu'elle ait reçu le supplice des 4 poteaux avec Théophile, d'ailleurs, ils ont tous les deux été massacrés comme ça, avec d'autres esclaves de cette habitation en question. Et ils sont très jeunes à ce moment-là, quand ils meurent. Et elle a 37 ans et il en a 30. Oui. Et ils vivent ensemble sur l'habitation. Ils sont conjoints. Et donc Zahir n'en peut plus. Zahir, ils sont tous les deux africains, mais Schellcher ne dit pas de quel pays ils viennent ni de quelle tribu ils sont. Il dit simplement qu'ils sont tous les deux africains, donc ce sont des gens déportés en Martinique. Mais Zahir, il n'est pas né sur l'habitation? Théophile, non. Théophile arrive enfant. Ah oui, puisqu'ils ont 7 ans de différence. Ouais, il arrive très jeune. Ils ont 7 ans. Zahir arrive à 20 ans et Théophile arrive enfant. Et ils se rencontrent. Et c'est là qu'il ne se souvient plus de rien de qui il est. Il ne se souvient plus. Et donc il devient un nègre créole. Voilà. Théophile, qui arrive enfant, est élevé dans une habitation très près de la maison des maîtres et il devient un parfait nègre créole. Il est élevé par une dame qui s'occupe des enfants. Il est élevé par celle qui s'occupe des enfants, qui l'adopte et qui l'élève en même temps que les autres. Donc lui, il est dans un univers, dans la maison du maître, il est créole. Oui. Lui, c'est un nègre parfaitement créole. Et c'est quoi un nègre créole? Ben, c'est un nègre élevé à la manière du créole, comme le créole l'a voulu. D'accord. C'est pas un domestiqué. Oui, un nègre domestiqué, comme le chien créole, la banane créole, les meubles créoles, l'habitat créole, la maison créole, l'art de vivre créole, le nègre créole. D'accord. Et donc, ces nègres qui étaient, ces noirs, ces personnes, parce qu'en fait, on dit des nègres et des esclaves, c'était des personnes. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est que ces gens, un enfant que vous élevez, il est comme vous l'élevez. Il ne peut pas se dire tout seul. Tandis que Zahir arrive, elle a déjà 20 ans quand elle arrive. Et quand elle arrive, elle est construite. Et elle a vécu des choses difficiles pendant la traversée et tout. Alors, tu as vu ce qui se passe sur ce bateau? Et oui. Alors, imaginons, je dis ça. Tu veux nous lire un petit peu? C'est-à-dire que ce que je veux surtout dire, que je veux surtout dire concernant cette histoire, c'est que lorsque les gens sont allés voir Amistad, et qu'ils ont vu tous ces gens que l'on jette par-dessus bord pour qu'ils se noient, ce n'est rien à côté de ce qui s'est passé
sur le bateau qui a emmené Zahir. Alors évidemment, j'ai fait Zahir voyager par ce bateau, je ne sais pas comment il est arrivé. Mais quand j'ai découvert l'histoire de ce bateau, ça a été terrible. Ça te prend au trip, hein, C'est quand incroyable tu lis ce ça. qui s'est passé sur ce bateau. Et c'est la vérité. C'est la vérité historique. C'est fait, c'est consigné. On ne peut pas dire que ça ne s'est jamais passé. C'est-à-dire que c'est pas une romance. Tu n'inventes rien. J'invente une maman pour Théophile. J'invente la manière, j'invente le fait que Zahir arrive dans ce bateau-là, mais je n'invente ni le bateau ni son histoire. Et tous les faits qui sont révélés dans le livre sont des faits vérifiés et que l'on peut encore vérifier aux archives départementales. Tout est vrai. Alors évidemment, je peux te dire que le héros, le triste sire de l'histoire, c'est-à-dire celui que j'appelle bourreau, celui qui est le bourreau de Zahir et Théophile, je sais qui est son père, qui était son grand-père, qui était son arrière-grand-père, etc., dans quel village et tout. Bon, Zahir et Théophile, on ne sait pas. Donc il a fallu leur inventer une histoire. Ça, j'ai dû l'inventer à partir de ce que moi je connais de l'Afrique, de ce que j'ai vécu de l'Afrique, et j'ai pu reconstituer un noyau de vie et de jeunesse à Zahir. Donc ça, j'ai dû l'inventer, mais à partir de choses également vraies. Mais Théophile, donc quand Aneta me dit ça, pour répondre à ta question, quand Aneta me dit ça, alors je me dis, waouh, Zahir et Théophile, mais il y a quelque chose qui frissonne en moi. Il y a un truc qui me dit, il y a quelque chose là, c'est une espèce d'instinct. Il y a quelque chose, Zahir et Théophile, voilà, ils se suicident tous les deux. Et on parle très peu de la résistance des esclaves par le suicide, ce que les maîtres supportaient très mal, parce que pour eux, ils étaient privés de leur bien, même de leur argent. Ils n'ont pas de l'argent. Voilà. Comme quand ils perdent des bœufs, comme quand ils perdent des... Non, mais quand ils perdaient des bœufs, c'était pire que quand ils perdaient des esclaves. Bien sûr. Parce que les bœufs, il fallait les faire venir de Porto Rico. C'était plus difficile pour eux que d'aller chercher des nègres en Afrique. Même longtemps après l'abolition, la traite clandestine. Avec le mémorial. Le mémorial au diamant. Exactement. Donc, c'était facile pour eux, ça. Aller chercher des bœufs, c'était plus compliqué. Donc, ils préféraient perdre 1 ou 2 esclaves que de perdre un bœuf. Malheureusement, c'était la triste réalité de l'époque. Et donc, voilà. Et ils se soustraient tous les deux, volontairement, délibérément, consciemment et définitivement, à cette mainmise sur leur vie. Ils reprennent leur liberté par la mort. Et je me dis, waouh, mais c'est Hollywood, ça. Mais ça. Alors, ça me travaille et je dis à Aneta, écoute, il y a quelque chose là qui m'intéresse. Je vais m'intéresser à l'histoire de Zahir et Théophile. Et on rappelle que tu es journaliste, donc tu as une manière de réfléchir, de penser. J'ai une méthode. J'ai une méthode. J'ai été journaliste pendant très longtemps, de presse écrite, donc j'ai une habitude de l'investigation. J'aime l'investigation. J'ai l'habitude d'aller chercher, d'aller fouiller pour trouver la vérité. Et ça, c'est 3 ans de travail. 3 ans. Et dont 9 mois, vraiment 8 heures par jour. Les 9 derniers mois. Et je cherche, je fouille l'époque. Alors, comment était la Martinique en 1838 ? Qu'est-ce qu'on mangeait? Comment on vivait? C'était qui ces gens sur l'habitation? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Bon, alors on a quelques brides comme ça. Bon, on sait qu'ils dansaient, qu'ils chantaient, mais après, comment ils vivaient? Est-ce qu'ils s'aimaient? Comment peut-on s'aimer quand on porte les pires chaînes qui soient? Est-ce que l'amour tel que nous le concevons, est-ce que ça a un sens à cette époque où même ce qui permet la procréation n'appartient pas à celui qui... À soi. Mais quand on patao, laisse Ichou patao, ou pas ni un kitao, et soupe dit qu'on aime en monde, ou vous pouvez faire la vie, ou et puis en monde. Et je me suis intéressée à cette histoire à cette époque. Et j'ai découvert des trucs démentiels, n'est-ce pas? Ben oui. Démentiels, tu as lu le livre. J'ai découvert des trucs démentiels et je me suis dit, mon Dieu. Et quand je suis sortie de là, après des mois de recherche, de fouiller dans les procès des archives coloniales, dans les livres, dans les documents, sur Internet aussi, il y a beaucoup de choses.
Je suis sortie de là, je me suis dit, waouh, j'ai senti que j'avais une chape de plomb qui s'était abattue sur moi. Je n'avais plus l'enthousiasme du début de l'enquêtrice qui cherche. Moi, j'avais trouvé, et ce que j'avais trouvé m'a paralysée. Pendant 2 mois, 3 mois, j'ai été incapable d'écrire. Juste, c'est le temps qu'il m'a fallu pour assimiler toutes les informations, parce qu'elles ne sont pas toutes là-dedans, mais toutes les informations que auxquelles j'avais eu accès. Il fallait que je les assume, que je réalise que merde, Martinique, c'est pas à nous. Merde, Gassa c'est pour la fait nous. Mince, on ne pouvait pas être autrement que ce qu'on est aujourd'hui. Et là, après, quand j'ai commencé à retourner en moi, comme on dit, les mots virés en moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de toute cette connaissance. Et j'ai dit, bon, ok, je vais écrire cette histoire. Je vais écrire cette histoire. Et là, j'ai commencé à approfondir, à affiner les recherches, à aller vraiment chercher les documents d'origine et non pas seulement le rapport sur les événements. J'ai trouvé et j'ai essayé de dire aux Martiniquais et au monde, voici ce qui s'est passé en Martinique de 1820 à 1869. Donc 1820 en plein esclavage. En plein esclavage. Et 1838, 10 ans avant l'abolition, quand Zahir et Théophile commettent leur acte. Et 1869, la date où meurt le bourreau dont on trouve plusieurs, dont la nécrologie remplit plusieurs pages, alors que Zahir et Théophile, c'est juste une phrase dans le registre des esclaves de la commune des Trois-Bourgs, donc aux Trois-Îlets. C'est Zahir, 37 ans, esclave appartenant à l'habitation d'Abandon. Sur son acte de décès que je publie également à la fin du livre, puisque quand j'ai retrouvé l'acte de décès de Zahir et Théophile, ils se sont mis debout devant moi. Et c'est comme si... Le numéro 68 et le numéro 70. Donc, elle se suicide et lui se suicide le lendemain. Et à l'époque, on était obligé, l'état civil a été rendu obligatoire en Martinique en 1837. Donc, comme ça se passe en 1838, on a les documents. Et voilà 2 personnes qui furent esclaves en Martinique, qui se lèvent d'entre les morts, qui se mettent debout devant moi et qui me disent, voilà, on a existé vraiment, on était des vraies personnes. Nous avons vraiment fui, on a marronné de cette manière. Surtout que Zahir, elle voulait marronner depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis très longtemps, elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus, mais Théophile, en bon nègre créole qu'il est, pense toujours que les choses vont s'arranger. Et puis il avait un métier. C'est pas que pas ni problème. Il avait un métier. Il était optimiste, on lui avait... Oui, il était bien discipliné, bien gentil, et il a cru jusqu'au dernier moment que l'abolition allait arriver et que cette abolition allait permettre qu'il puisse vivre une vraie vie de famille avec sa maman, ses amis, etc. Et c'est tout cet espoir avorté qui est retranscrit dans quelques pages de ce livre, parce qu'il y a la période avant l'abolition et celle qui vient après, avec l'apport de personnages qui nous permettent de dresser un tableau complet de la situation de l'époque, toujours dans la vérité. Le gouverneur, les créoles, le premier évêque catholique et apostolique qui a été nommé en Martinique, c'était en 1837. Donc en 1838, il est en plein dedans, dans l'histoire. Et l'État. L'État, alors bon, pendant l'esclavage, ça passe de l'Empire à la République. C'est comme je dis dans le livre, c'est Soulon Valaché pour le pencher. Alors de Paris, on essaie de diriger un gouverneur et le gouverneur a évidemment pour mission, surtout de ne pas contrarier les créoles, puisque à l'époque, les créoles faisaient la fortune, non seulement de la colonie, mais de la France. Mais surtout, c'était des gens intelligents, industrieux, travailleurs probablement, puisqu'ils n'auraient pas réussi sans avoir une certaine pugnacité, des gens, des bâtisseurs, ils ont construit, ils ont investi, ils ont fait beaucoup de choses, et ils se sont terriblement enrichis. D'ailleurs, à l'époque, dans ces années-là, lorsque l'impôt était, je dis à peu près de 3 000 francs en France pour les gens de leurs conditions, il était de 5 000 en Martinique. Et la colonie enrichissait il faut le dire. Il faut le dire par le sucre. Bien sûr, et il n'y a pas une aiguille, un fil qui n'a pas bénéficié
du travail des Noirs dans les colonies, des esclaves. Il n'y a pas. Voilà, il y a et j'ai rien en découvert France. aussi quelque chose qui n'est pas dans le livre, mais qui m'a beaucoup frappé, que dès cette époque-là, on taxait très lourdement les marchandises qui arrivaient ailleurs que de la France. Déjà à l'époque, on ne pouvait pas commercer. C'est avec notre environnement. Même quand on était créole et qu'on avait des habitations dans toutes les îles, Oui, hein, les créoles à Cuba, qui étaient ailleurs, à Grenade, à Saint-Domingue, à Sainte-Lucie. Bon. Donc on pouvait plus facilement correspondre avec la C'était déjà la le métropole. monopole. C'était vraiment la métropole puisqu'on était en colonie. Et déjà à l'époque, tous les produits qui arrivaient et qui venaient d'ailleurs étaient très lourdement taxés. Donc, bon, c'est une politique ancestrale. Un monopole qui était installé depuis. Oui, un monopole, c'est avec nous que vous allez faire du commerce et personne d'autre. Donc, on le vit encore aujourd'hui. C'est pour ça que quand on nous dit qu'il ne faut pas penser au passé, c'est le passé qui continue avec nous. Donc, on est obligé de s'y intéresser quand même un petit peu si on veut comprendre pourquoi on est comme on est. Et donc, pour en finir avec l'historique, donc je me suis dit, ok, alors donc vous avez existé, vous avez vécu ça, le pays a vécu ça, personne ne le sait, c'est pas possible. Ouais. Il faut que ça se sache. Il faut que mon fils, qui a 25 ans aujourd'hui, et ses camarades sachent. Voilà d'où vous venez, voilà ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes là aujourd'hui, que vous soyez brillant dans une université ou que vous soyez assis à côté du chemin, comme disait Marius Culté, qui a gardé masse passée, vous êtes quelqu'un. C'est Marius Culté qui disait ça. J'adore cette expression, m'a regardé ça toute la journée. Il y a quelqu'un au téléphone qui veut nous parler. Oui, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle de Guadeloupe. Enchanté, merci. Votre prénom? Régis. Merci Régis. On vous écoute. Oui, d'abord félicitations pour votre magnifique livre. Merci monsieur. C'est Emmanuel. Voilà, elle est à l'antenne. Monsieur, merci. Oui, j'ai vu ça, c'est pour ça que j'appelle. Oui. C'est ma fille qui m'a dit qu'elle était à l'antenne. D'accord. Iwet, que vous connaissez. Iwet, tu connais Iwet? Je connais beaucoup de gens dont je ne connais pas le nom. Que Madame Régal connaît. Quoi? Que Madame Régal connaît? Oui. Ah bon? D'accord. Un gros bisou. Oui. Alors, la première question est d'où vous est venu ce besoin d'écrire ce livre? D'accord. Ce besoin m'est venu, je crois que je viens de le dire, de l'idée qu'il fallait absolument que cette connaissance soit donnée, soit offerte au peuple, aux gens, savoir d'où au monde, savoir d'où on vient, savoir comment notre société a été construite, sur quelle base elle a été construite, nous permet de comprendre dans quoi on est aujourd'hui et pourquoi nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, c'était plus qu'un besoin, monsieur, c'était un devoir. Parce que savoir tout ça et le garder pour moi, c'était inutile. Il fallait que je trouve le moyen de faire passer les informations, mais sans la haine, sans la colère, sans les mauvais sentiments qui m'ont quand même bousculé au vu de cette tragédie que nous avons vécue. Voilà. D'accord. Mais dites-moi une chose. Est-ce que vous trouvez logique et normal qu'il faille faire une souscription pour qu'un livre d'une telle portée, d'une telle importance, soit édité ou réédité? Oui, c'était nécessaire. Je vais vous dire pourquoi. Et même, c'est très bien. Je vais vous dire. Parce que... Non, j'en suis conscient que ce soit très bien. Mais est-ce que le fait que nous soyons dans un système du syndrome de Stockholm, oui, n'implique pas que c'est anormal qu'on ait besoin, parce que ce livre devrait être automatique dans les cours d'histoire, imposé. Oui, mais pour ça, il fallait d'abord qu'il s'impose lui-même. Il fallait qu'il s'impose, il fallait qu'il existe et que les gens qui sont capables de décider qu'ils soient à l'école, en dehors de l'éducation nationale, dont ça ne sera pas forcément le souci premier, c'est-à-dire les enseignants,
il fallait qu'ils puissent avoir accès à ce livre et pour qu'eux-mêmes se disent, puisqu'ils ont une certaine liberté dans leur classe, et puis ils ont une certaine liberté de penser à faire valoir aussi, qu'ils se disent, eh bien, il faut que mes élèves, il faut que les enfants qui passent avec moi dans mes classes connaissent cette histoire. Et ça, c'est laissé en fait à l'appréciation de chaque individu, de chaque enseignant, parce que l'éducation nationale n'a pas pour objectif de nous apprendre l'histoire de la Martinique. Nous le savons d'autant plus que la loi Taubira prévoit l'enseignement de l'histoire dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées, et on voit bien que plus de 15 ans après, rien n'a été fait de manière organisée, comme on organise les cours de sciences naturelles. Notre histoire fait encore l'objet de tabous, fait encore l'objet de craintes, de peurs, et c'est vrai, malheureusement, ce qui s'est passé est dramatique. Malheureusement, ce qui s'est passé est ignoble. Effectivement, ce qui s'est passé est douloureux, mais ça s'est passé. Et même si on veut bien le réécrire en y trouvant des aspects positifs, il se trouve qu'on ne peut pas la refaire, l'histoire. Et on ne peut pas la nier, on ne peut pas la gommer. Et c'est notre devoir d'artiste. Mesdames, à mon sens, il n'est nullement question de la gommer. Oui, non, mais à mon sens, il est simplement question, comme quand vous allez chez un psychologue, pour toute thérapie, il faut partir de la genèse du mal. Voilà. Eh bien, c'est ce que nous faisons dans ce livre, mais moi, je le fais en tant qu'artiste. Alors, je précise que je ne suis pas historienne. J'ai eu la chance, mes compétences de journaliste m'ont permis de faire l'enquête et de la faire à fond. Mais c'est un plus, c'est une chance que j'ai eue parce que je suis d'abord artiste. Et donc, je ne revendique absolument aucune autorité en matière d'histoire. Il y a des historiens émérites dans ce pays d'ailleurs. Voilà, Je profite pour remercier Armand Nicolas, qui est, à mon avis, l'un des pères de l'histoire, puisque c'est lui qui, dans ses 3 tomes de l'histoire de la Martinique, nous a si merveilleusement informés de tout ce qui s'est passé en Martinique depuis les Arawaks jusqu'à nos jours. Et je fais une rencontre avec Armand Nicolas pour les gens du Club Zahir et Théophile qui existe, dont on va parler, et qui réunit les lecteurs, pour pouvoir justement lui rendre hommage d'abord. Il a 92 ans aujourd'hui, mais il est d'une fraîcheur, il est plus jeune que nous. Bien sûr, il est d'une vivacité intellectuelle. C'est un jeune homme, et magnifique. Et donc, je vais discuter avec lui et nous allons parler de l'histoire qui est révélée, des documents et des éléments que le livre révèle, que le livre exhume. Et donc, il va pouvoir nous donner beaucoup plus d'informations dessus. C'est pour vous dire que nous avons besoin de nos historiens, nous avons besoin qu'ils fassent ce travail d'exhumation du passé. Ils le font déjà. Cependant, en ce qui me concerne en tant qu'artiste, le roman était la porte d'entrée, le meilleur moyen pour moi de raconter l'histoire sans être historienne. Et puis pour un grand public. Voilà, pour le plus grand public qui soit, parce que le livre est lu des adolescents jusqu'à, Armand Nicolas, 92 ans, il a beaucoup aimé. De 7 à 77 ans. Et même ceux qui ne lisent pas, il faut que les parents leur lisent, leur racontent ce qui s'est passé. Oui, parce que c'est important de transmettre, et c'est une belle histoire. C'est une histoire d'amour. D'amour, d'abord. Il y a beaucoup d'amour dans ce livre. Oui. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous l'avez lu? Je l'ai parcouru. Je ne peux pas dire que je l'ai lu parce que je suis quelqu'un de très pris, mais je l'ai parcouru. D'accord. Et ce qui m'a intéressé, c'est surtout l'aspect historique de la chose. Voilà. D'accord. L'aspect historique. Pourquoi? Ce que j'ai aimé, c'est son exactitude, en fait. Vous comprenez? L'exactitude des faits historiques a été, pour moi, marquante. Pour moi, je devrais le relire tranquillement. Mais ce que je voulais dire, d'autre part, c'est comment pouvons-nous faire pour que la diffusion de cet ouvrage ne soit pas uniquement symbolique. Uniquement symbolique? Oui, non, symbolique. J'espère qu'elle ne sera pas symbolique, monsieur. Ça voudrait non, dire que... Quand je dis symbolique, c'est justement là... Vous allez m'aider, monsieur. Vous allez m'aider. On vous dit comment? Vous êtes en Guadeloupe? Oui, en ce moment, oui.
Alors, parlez du livre autour de vous, parlez du livre à votre libraire préféré, demandez-lui de me contacter, il va le lire. Et s'il lui plaît, demandez-lui de le vendre dans sa boutique. Eh ben moi, j'ai autre chose à vous proposer, mais je vous le proposerai hors antenne. D'accord. Parce qu'il se trouve que je suis informaticien. Ah. Je vous proposerai hors antenne. On est aujourd'hui dans une société de mondialisation, madame. D'accord. Vous comprenez? Oui, très Nous bien. Nous avons des milliers de jeunes Martiniquais qui sont en métropole. Oui. Dans l'Hexagone, pardon. Ah, merci. Parce que Merci, monsieur. Merci, parce que Dans l'Hexagone. Oui. Vous avez des milliers de centaines de jeunes Martiniquais qui sont, les Guadeloupéens qui sont en Floride, En France? au Canada. Oui. Vous savez ce qui se passe? J'ai ma fille qui discutait avec une amie et elles discutaient avec des Japonais qui leur ont parlé de leur histoire, des shoguns, des samouraïs. Et quand ça a été le tour des filles, elles n'ont pas pu aller aussi profondément pour défendre. Oh, quelle tragédie, hein, d'être privé de son histoire, quoi. Voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que de la diffusion, non pas d'en parler à mon libraire, je pourrais lui en parler, qui le vendrait à une centaine, à des milliers de gens qui sont proches, qui sont sur place. Mais aujourd'hui, on doit occuper l'espace numérique, madame. D'accord, monsieur. D'accord. Je serai très attentive à votre Rappelez-moi votre proposition prénom. et je vous en remercie d'ailleurs. Rappelez-moi votre prénom. Régis, madame. Régis. Alors, merci Régis. Il va On va rappeler, il continuer. va me laisser son numéro de téléphone. Voilà, vous pouvez laisser votre numéro hors antenne Voilà. et Imanié va vous rappeler. D'accord? Si vous me le permettez. Ça y est, je crois qu'il a entendu le message. Ouais, bon. OK, alors, on continue. Régis nous a introduit. Il parlait du monde, il parlait de Miami, il parlait du Japon, Et moi, je vais te faire une surprise. On y va, Manuela, avec la surprise. Je regarde où? Attends, ça va venir, je vais te dire, tu pourras la voir. D'accord. On y va, Hervé, pour la surprise. Ah Haha, à New York City. yes. Imanié, salut. Tu as vu comment je suis fatiguée, moi, lasse, avant de faire la fête New York. Tu vas jamais imaginer. Imanié, je suis chez une représentante martiniquaise, new-yorkaise depuis 40 ans, Evelyne McIntosh, et regarde ce que je découvre chez elle la veille de mon départ. Regarde, je te montre tout de suite. Abishag. Et Abishag, et du coup, Evelyne ne pouvait être que la digne représentante de Zahir et Théophile. Donc voilà, dans les mains d'Evelyne, je vais te prendre une photo. Evelyne, où est-ce que tu connais Abishag? Eh bien, Abishag a séjourné chez moi, je ne sais pas s'il y a 2 ans, et c'est après avoir vu ses œuvres dans une exposition et que j'ai fait sa connaissance, parce que je n'ai pas dormi quand j'ai vu ce tableau. Wow. Il y avait 2, il y avait un qui était plus grand et le petit. Et après, j'ai appelé l'organisateur de l'exposition lui disant que je veux le prix de ce tableau qui était dans la salle de bain. Je savais exactement où se trouvait le tableau. Et puis, j'ai fait affaire avec Abishag. Et depuis, on est resté très proches. Elle a séjourné chez moi. On a très, très, très bien accroché parce qu'elle est très spirituelle. Donc, quand tu m'as dit que tu dois parler du livre à New York et que j'ai eu la connexion, je me suis dit, mais oui, qui est Abishag par rapport à Imani, et tu me dis que c'est sa fille. Voilà. Donc moi, mon monde est minuscule, il est très petit. Il y a toujours des coïncidences bizarres qui n'existent pas. Et donc, comme... ça me fait plaisir. Et comme tu me dis qu'il s'agit d'une histoire vraie. Oui, de notre histoire. De notre histoire. Donc je voudrais acheter, dès que j'arrive à la Martinique, acheter une copie et j'espère qu'elle pourra me la dédicacer. Mais on fera mieux, il y aura une manifestation le samedi 17 avec un tas de gens autour de ce livre. Voilà. Et tu seras là pour nous dire qu'à New York, eh ben, tu pourras faire à la communauté et autres découvrir ce livre. Ça marche. Ça marche. OK. Eh ben, merci Evelyne. À bientôt. Merci, à bientôt. Bye.
Oh là là, Alors, donc, que le monde est petit. Tu as vu comment le monde est petit? Hein, le monde, c'est ce que le monsieur disait tout à l'heure, le monde il est petit. Hein. Donc, tu arrives voilà. là chez une amie et tu tombes sur ma famille. Sur ta famille. Et en plus, moi, C'est merveilleux, Abishak, je ça. la connais, mais c'est vrai que j'ai fait un raccourci avec ta sœur. Oui, mais c'est ma fille. Et c'est ta pareil. fille, de toute façon, Au c'est ton sens sang. africain du terme, c'est ma fille. Bien Je sûr. suis sa tante, donc je suis sa mère. Puisque vous tombez de la même puis, c'est lignée. ma filleule aussi. Et c'est ta filleule. Et donc, Evelyne McIntosh, thank you very much. Evelyne est là et elle est arrivée hier soir. C'est drôlement gentil. Et c'est super sympa. C'est quand même quelle coïncidence. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est touchant, c'est agréable, c'est flatteur. Et je suis contente d'être associée au travail de ma nièce, qui est une grande, grande plasticienne, Oui. qui a beaucoup, beaucoup de talent. Comme quoi, c'est vrai que je constate qu'il y a beaucoup d'artistes dans ma famille, à tous les niveaux, que ce soit dans les arts plastiques, que dans la musique et autres. Et c'était déjà comme ça dans la fratrie de ma maman, parce qu'il y avait des musiciens, il y avait des ébénistes de talent, il y avait aussi un militaire de carrière, Nul n'est parfait. capitaine de l'armée française. Donc, non, franchement, je crois que j'ai eu la chance de naître dans un terreau favorable qui a permis que je puisse exprimer toutes mes envies artistiques. Et maintenant, j'ai toujours su que j'étais romancière. Je l'ai toujours su. Toujours. Quand tu étais petite, tu écrivais? J'ai toujours aimé écrire. D'accord. J'ai toujours aimé écrire. Et tous mes professeurs qui ont eu à juger ma plume m'ont toujours dit que j'avais quelque chose, que j'avais une plume. Alors, et c'est très bien écrit et c'est surtout facile à lire. Ouais. Déjà, la police de caractère. Et Ouais. sur le deuxième volume, pareil. OK, la police de caractère. Oui, et puis, surtout, ça se lit. Il y a eu C'est un palpitant. climax qui fait qu'on a envie d'y aller, on a envie de continuer. Voilà. Moi, je le lis de jour, de nuit. Et même moi, j'ai le collector, celui qui s'effeuille. L'original, celui qui Alors, s'effeuille. Celui qui s'effeuille. Mon Dieu, mon Alors, Dieu. ce qui est comique, c'est que au moins, tu n'as pas besoin de marque-page parce que tu sais où tu es. Tu sais où tu Et es. en plus, tu sais quoi? Chaque fois que je perds, on peut le lire à plusieurs parce que la feuille qui est sortie, Tu la passes je à quelqu'un. Alors, Et il faut ma quand même petite que je fille- raconte cette histoire, Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté le livre, ils ont eu l'expérience de l'effeuillage, mais ils n'ont pas eu justement l'atmosphère et le climat qui ont permis que cet effeuillage devienne comme une espèce de comment dire, de label Oui. du livre, de Mais l'original. moi, les feuillages, ça m'a fait... Le monsieur disait comment s'en sortir. Moi, ça m'a fait comme si je connaissais, et puis comme ça s'effeuillait, eh ben, c'était des couches qui Voilà, sortaient, qui tombaient, et qu'on continuait, quoi. Ils avaient vécu ça, et que nous, on vient de là, mais qu'on n'a pas la charge. Et que maintenant qu'on sait, eh ben, on va de l'avant, mais on sait que Bagaïla pas été facile et que nous n'y à nous pour nous faire. Eh bien, c'est exactement ce que tout le monde dit. Parce que on nous dit, il ne faut pas penser à l'histoire, ça nous retente. Ce n'est pas vrai. Non. Lorsque l'on sort de la lecture de ce livre, on se sent mieux. Mieux. On se sent bien. Enfin, je ne sais pas, tu Moi, pourrais me dire. oui. On se sent mieux, on se sent bien. Certains se disent guéris de souffrances inexplicables. Ils sortent de là, ils se sentent différents. Oui. J'ai des témoignages, mais tellement extraordinaires. D'ailleurs, l'un des plus significatifs pour moi est celui d'Armand Nicolas. Justement, tu as vu sa critique? Non, vas-y. Monsieur Armand Nicolas a fait une critique dans le journal Justice. Là, mon Vas-y. me dit ça. Ça. Montre-nous, justice de quelle... Justice de cette semaine. De cette semaine. Il est sorti le 8 décembre, donc il est Soulève, encore montre un valable. peu. Oh, Voilà, c'est le Justice de cette semaine où j'ai eu la joie de découvrir donc la critique d'Armand Nicolas, qui est la référence La pour moi en matière référence d'histoire. notre historien. Il y a Armand Nicolas et puis il y a les historiens. alors voilà, et alors voici ce qu'il dit. Il dit, j'ai lu avec empressement et curiosité, je me demandais comment elle allait s'en sortir. Je passe des détails. Et de page en page, ça croissait en moi la satisfaction et l'admiration. Super. C'est fort, ça. C'est fort. C'est terrible, ça. Terrible. Non, franchement, je ne m'y attendais pas. Il dit, voici un roman qui touchait juste
une importante période de notre histoire dont on parle beaucoup ces temps-ci. Et c'est vrai que je n'ai pas fait exprès, mais c'est maintenant qu'il est sorti. J'y ai trouvé l'atmosphère de ce terrible génocide. J'y ai saisi la vérité des personnages rendus en remarquable sens de l'humain qui sous-tend l'ensemble de ce livre. C'est vrai, tu as senti Oui, ça oui, aussi? oui, c'est ça, c'est palpable, je te dis. C'est vrai, tu as C'est senti ça. palpable. Alors, il dit des choses. Les lecteurs de ce roman comprendront mieux l'importance de ces falsificateurs de l'histoire martiniquaise. Dans ce livre, l'imagination tient peu de place car elle a fouillé les archives. Elle a trouvé donc le thème de ce véritable film émouvant, passionnant, juste et vrai, où presque rien n'est inventé. Dalila a tapé dans le mille. Les lecteurs seront touchés jusqu'aux tripes. Voilà un roman écrit dans une écriture qui coule comme l'eau des rivières de notre pays, puisque, comme tu l'as constaté, la géographie est aussi présente dans le livre que l'histoire. Qu'est-ce que tu as pensé de cet aspect-là, toi? Ça nous fait découvrir le pays. Voilà. Ça nous fait découvrir. Moi, mon mari est de Rivière-Salée. Ouais. Eh bien, quand je lui parle, il me dit oui, qu'il connaissait cette habitation. Son papa était géreur. Sérieux? Oui. Mais j'ai recherché partout l'habitation. Et il m'a dit Personne ne sait. qu'il connaissait, il entendait parler, mais qu'il ne la connaît pas physiquement, puisqu'il a D'accord. 60 ans. D'accord. Mais que ça lui parle. Ça lui parle. Ça lui parle. Et puis les rivières, chacun a les sa rivières, rivière. oui. Tout ce qu'on apprend des rivières. Et quand on dit en quelque part que toutes les rivières de la Martinique sont polluées, toutes les rivières, 151 rivières polluées, c'est triste quand même. C'est triste, surtout qu'on voit qu'à Saint-Pierre, il pouvait boire, que c'était l'eau une coulait. chose. Mais à Fort-de-France aussi, l'eau coulait au milieu, l'eau vive, propre, coulait au milieu de la rue. Ah oui? Oui, oui, oui. Au milieu de la rue, il y avait une petite Quelle rigole rue? de toutes les rues. Ah bon? Ben oui, à Saint-Pierre, c'était comme ça. À Saint-Pierre, l'eau coulait partout et l'eau traversait la ville dans les rigoles comme ça et arrivait dans les quartiers. Donc après, ça arrivait à des fontaines. Les gens venaient faire la queue à la fontaine pour chercher de l'eau, mais c'était de l'eau de la Roxelane qui descendait tout droit de la montagne, de l'eau propre, de l'eau pure. Et en fait, Saint-Pierre était une ville d'eau. Oui, c'était une ville avec de l'eau. L'eau était partout à Saint-Pierre et à Fort-Royal aussi. Donc voilà, cette et la eau fontaine que nous Guédon payons si cher aujourd'hui. Ouais, elle était gratuite. Elle était gratuite. Alors, il y avait l'eau des riches et l'eau des pauvres. Hein. Les pauvres, dans certains quartiers où il n'y avait pas, je le dis dans le livre d'ailleurs, où il n'y avait pas cette eau courante, hein, c'est bien le cas de le dire. Bon, les gens prenaient l'eau directement dans la rivière, la puisaient avec tout ce que ça comporte comme parasites, etc. Mais l'eau était gratuite, l'eau était là pour tout le monde. Et aujourd'hui, tu as vu ce que... Bon, voilà. Donc c'est aussi une manière, parce que le livre se déroule à Fort-Royal, à Saint-Pierre, à Rivière-Salée, au Vauclin, à Sainte-Marie. Oui. À Sainte-Marie. Donc on fait un petit tour comme ça de la Martinique. Et à chaque endroit, on apprend quelque chose sur le lieu. Alors, parle-nous de samedi, parce que le temps a filé. Parle-nous de samedi. C'est déjà fini? C'est presque fini. Oh, c'est incroyable comment... Parle-nous de samedi. Est-ce que le livre, il est disponible? Alors, le livre, il est disponible à partir d'aujourd'hui. Super. Je vais livrer maintenant, justement, à la librairie Alexandre. D'accord. À la rue piétonne à Fort-de-France. Oui, la rue Lamartine et la rue piétonne. Piétonne, l'angle. Aux librairies antillaises. D'accord. Pour le moment. Pour le moment. Et puis, il est disponible auprès de moi aussi, bien sûr. Je suis sur le réseau social Facebook à mon nom, donc Imanié Dalila Daniel, et je réponds à tous les messages que je reçois. Je me fais un point d'honneur à ça. Et parle-nous du club, le club. Alors, la souscription. Effectivement, pour sortir le livre, comme nous n'avons pas d'éditeur, c'est exactement, si je veux faire un disque là, il n'y a pas de producteur, je suis obligée de devenir producteur. Donc j'ai été obligée de devenir éditrice. Mais même avec la volonté d'être éditrice, je n'aurais pas pu sortir un tel ouvrage sans avoir de moyens financiers. Donc j'ai fait appel à la solidarité de mes compatriotes. Et puis aujourd'hui, c'est monnaie courante dans le monde, ça s'appelle du crowdfunding. Dans le monde entier, c'est une option. C'est une option. Le crowdfunding, c'est une option parce que tu donnes de l'argent sans avoir de contrepartie. La souscription, ça existe depuis toujours, mais ce qui était intéressant, c'est de mettre en branle la solidarité des gens autour d'une œuvre. Et j'ai trouvé une poignée de personnes, une centaine de personnes qui m'ont dit « Ok,
OK, nous avons acheté avant il sorti. Et c'est parce qu'ils m'ont donné l'argent de ce livre que j'ai pu payer l'imprimerie et j'ai fait pour pouvoir les garder concentrés sur l'information, sur la manière, l'actualité des choses, parce qu'ils avaient payé. Donc j'ai voulu les tenir informés, de leur ton donner, travail, de ce leur que tu donner des faisais. petits extraits, de leur dire à quel point on en était. J'ai créé un groupe secret sur Facebook qui s'appelle le Club Zahir et Théophile. Et finalement, on a fini au bout de 4 mois à former une famille qui accueille certaines personnes. Et qui va en France, qui a fait des petits en France, qui a fait des petits aux États-Unis, qui a fait des petits. Oui, ça, le club, il est le club a essaimé. Et tous les gens qui ont Zahir et Théophile donc, se réunissent pour en parler, parce que ce qui est intéressant, c'est que ce livre pose des questions. Les réponses sont accessibles, mais les gens ont besoin d'être ensemble pour pouvoir communiquer leurs émotions. Et puis dire, est-ce que tu as compris ce que j'ai compris? Est-ce Voilà. que tu lis? Est-ce que c'est bien ça, nous qu'a dit? Est-ce que c'est bien ça qui fait? Voilà. Est-ce que tu as lis comme moi-même? C'est ça. Alors c'est ça que moi, j'admire. Je contemple ce qui se passe autour de ce livre, c'est magique. Les choses vont, les gens aiment, de tous âges. Hein. Par exemple, il y a des gens qui lisent parce qu'on leur a prêté, eh bien, ils veulent le leur. Oui. Ils veulent le leur. Et j'ai une amie qui me disait sur Facebook qu'elle a rencontré une dame dans le métro, une dame qui balaye le métro avec son livre. Elle a son livre sur elle. Et comme elle est un peu chauvine, me dit-elle, c'est Hermine, Hermine à qui on fait un coucou. qu'on adore. Et qu'on adore et qui nous suit depuis Paris. Voilà, alors Hermine Réol te raconte qu'elle rencontre une dame dans le métro qui lit Zahir et Théophile. Et comme elle est chauvine, elle s'approche, elle dit à Madame Abon, vous lisez, puisqu'elle est souscriptrice, vous lisez? Alors elle lui dit oui, je lis ce livre. C'est une Sénégalaise. D'accord. Sa fille vit en Martinique, sa fille lui a envoyé le livre. Ok. Et elle dit qu'elle est en train de le lire pour la 2e fois, qu'elle a ri, qu'elle a pleuré, et qu'elle ne pensait pas que les Antillais étaient dans cette thématique-là. Et qu'elle apprend beaucoup de choses, et qu'elle comprend beaucoup de choses. Et c'est vrai que ce livre vient d'être reçu, tu verras sur ma page Facebook, par un prince Douala qui s'appelle Achille Somé Mokuri, qu'il a reçu au Cameroun et qui a tenu à s'habiller en chef pour pouvoir poser avec son livre parce qu'il l'a lu et il a tenu à honorer le livre en étant africain. Et ça, c'est merveilleux. Je suis très, très contente. Donc, il est en vente maintenant. Vous pouvez également me contacter pour l'avoir. Et je crois bientôt, d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure, qu'il sera accessible au plus grand nombre. Par Internet. Voilà, mais là où je me méfie un petit peu, et c'est là qu'il faudra que Régis me rassure, c'est sur le piratage, la copie. Est-ce qu'on est protégé? Non, mais maintenant, tu es protégé. Et puis, tu peux lire, puisque tous les livres qui sont en e-book, on peut les lire, tu achètes, ça s'achète, mais au lieu d'avoir le livre en papier, tu as alors, e-book. il va répondre à mes questions. Mais en tout cas, je remercie beaucoup toutes les personnes qui m'ont fait confiance déjà. Les gens du club que je vais retrouver samedi à l'Atrium. Je les remercie de tout mon cœur parce que sans eux, le livre, comme je le leur dis, et toi aussi, tu as souscrit, Guylaine, tu fais partie de ces gens. Sans vous, le livre serait toujours en manuscrit sur mon bureau. Ouais. Donc aujourd'hui, il est dans les librairies, il est à New York, il est au Cameroun, il est au Canada, il est en France, il est en Suisse, il est en Belgique, il est en Inde. Super. Il est en Inde. Et donc, je me dis, et ça, c'est réconfortant. Bien sûr, ton travail, c'est un travail. Parce que ça... Et tu remercies aussi Aneta, tu remercies aussi... Je remercie aussi Laurette Mascami. Alors, Laurette a été... alors, Aneta a été l'inspiratrice. Oui. Elle a aussi corrigé le livre. Laurette Mascami a été vraiment un aiguillon pour moi. Comme c'est un écrivain de talent et de longue date, elle en est à son 9e roman. Tu as vu le dernier, il est chaud, hein? Érotique. Non, elle a vu, elle a commis pire depuis. Pire depuis. Et c'est arrivé là à la librairie entière, ça s'appelle Érotique, c'est très chaud. Fermons la parenthèse. Donc, Laurette a toujours été pour moi une relectrice, mais vraiment hyper utile parce qu'elle a su mettre l'accent sur toutes les choses qui pouvaient être problématiques. Elle m'a stimulée, elle m'a beaucoup encouragée. Disons que c'est 3 mois de compagnonnage où j'ai pu vérifier cette solidarité, cette sororité, cette amitié dans toute sa splendeur, parce qu'évidemment, c'était que de l'amour. Et je la remercie beaucoup pour ça. Je remercie
toutes les personnes, ceux qui ont fait la maquette du livre, qui ne veulent pas être cités, mais qui sont dans mon cœur. Et je remercie le public pour l'accueil stupéfiant qu'il fait à ce livre et qui fait que vraiment, je suis tellement contente de l'avoir fait. J'ai beaucoup travaillé pour le faire, j'ai beaucoup souffert, énormément souffert pour écrire ce livre, pour prendre le temps, pour résister au sarcasme de ceux qui disaient justement mais qu'est-ce que tu es en train de faire là au lieu d'aller chercher un travail, parce que je chôme depuis 4 ans dans ce pays, il faut le savoir aussi. Au lieu d'aller chercher un travail, tu es assise en train de fouiller l'histoire, mais ça ne sert à rien. Pendant que j'étais en train d'écrire, et ça me faisait mal, mais j'ai continué quand même. Ça, c'est ma maman, ça, qui disait sous les enfants bail, c'est dit moins pas fait. Oui. Il y a des gens comme ça. Je crois que j'ai évité un petit peu de ça. Et finalement, lorsqu'à la fin, je vois cet ouvrage, parce qu'il n'y a plus d'effeuillage, il faut le dire. Notre nouvelle version est vraiment hyper solide. Il faut vraiment le décatcher pour que les feuilles sortent. C'est donc celui qui est en vente actuellement. Je remercie toutes les personnes qui sont allées en librairie, qui l'ont acheté et qui l'ont ramené en librairie. Et la libraire m'a dit, la libraire de M. Alexandre m'a dit, vous savez, Dalila, les gens, ils n'étaient pas fâchés du tout. Ils ont l'air d'avoir beaucoup de sympathie pour vous. Donc, ils ont ramené, puis ils attendent le prochain. Et ça, je trouve ça merveilleux. Cet amour, cette affection que je reçois à travers le livre, franchement, c'est touchant, c'est très touchant. Alors, tu as oublié Geneviève Séville-Ménil? Alors, Geneviève Ménil, c'est l'épouse de René Ménil, qui est cet éminent philosophe que la Martinique a connu et qui mériterait d'être mieux connu parce que son travail est encore extrêmement moderne, il est extrêmement contemporain, il concerne les jeunes d'aujourd'hui qui doivent connaître René Ménil et qui doivent demander à connaître René Ménil. J'espère que des actions seront faites en ce sens. En tout cas, son épouse travaille pour ça et Geneviève a été comme un petit peu le cavalier de la dernière heure qui arrive et qui vraiment, lorsque tout le monde est épuisé, parce que ça épuise de corriger un livre, arrive avec cette fraîcheur et met le doigt effectivement sur d'autres fautes qui seraient passées inaperçues. Il y en a quand même eu beaucoup qui ont été corrigés dans cette version. Et il se trouve que j'en ai trouvé une. J'en ai quand même trouvé une dans celui-là, comme quoi on n'a jamais fini de s'améliorer. Et puis le personnel de la bibliothèque Schellcher, des archives départementales, puisque sans eux, il n'y aurait pas eu de livre non plus. Il n'y aurait pas eu de livre non plus. C'est-à-dire, il y aurait eu le livre, mais ça aurait été beaucoup plus long, beaucoup plus difficile. Ils m'ont aidé, ils m'ont orienté, ils ont trouvé des documents, ils sont allés me chercher les éléments dans les archives. Et très franchement, je suis vraiment, vraiment contente d'avoir pu bénéficier de toute cette bienveillance. D'accord. Alors, merci Imanié pour cette belle édition. Et puis, donc, le rendez-vous à l'Atrium, le jour et l'heure. Le rendez-vous à l'Atrium, donc pour les membres du club et leurs amis, en tout cas ceux qui possèdent le livre, et si vous avez lu le livre et que vous voulez en parler avec nous et rejoindre le club Zahiri Théophile, où nous donnons aussi des informations, parce que j'ai trouvé un tas de documents, un tas d'éléments que je n'ai pas mis dans le livre, mais que je porte à la connaissance des gens du club. C'est samedi à 10h à la Casavant à l'Atrium, où je serai en compagnie de Armand Nicolas pour parler du livre. Voilà. Eh bien, Emmanuel, merci beaucoup pour cette émission. Merci, c'était génial. Et puis, on se quitte en chanson, parce qu'une artiste comme toi, on se quitte en petite chanson. Mais il y a une chanson dans le livre. Oui, mais on se quitte en chanson. Et puis, l'émission sera rediffusée vendredi matin de 9h à 10h. Super, à la je vais le dire à mes amis. D'accord. Et comme ça, on va rappeler aux gens que ce sera à l'Atrium le samedi. D'accord. D'accord. Alors, une petite chanson, celle du livre ou une autre? Tu veux que je te chante là comme ça? Oui. Alors bon, mais je vais chanter la chanson du livre. Mais oui. Alors, dans le livre, il y a un personnage qui s'appelle Amélina, en hommage à ma nourrice qui s'appelait comme ça. Et Amélina, c'est la maman de Théophile. C'est elle qui l'adopte. Quand elle le voit. Et Amélina, une fois que Théophile disparaît, Amélina a un objectif dans la vie, c'est la recherche de la justice. Et en attendant que justice lui soit rendue, elle attend la justice divine, puisque la justice des hommes acquitte le bourreau de ses enfants.
la justice coloniale, elle attend la justice divine. Et en attendant cette justice divine, pour soulager son cœur, elle passe comme ça sous les fenêtres de Bourreau, rue Torail à Saint-Pierre, où il a habité. Elle passe et elle chante une chanson. Et pendant le carnaval également, elle passe avec cette chanson dans la bouche, dans le vidé, puisque le carnaval était déjà restitué à la population à cette date. Et elle chante « Bourreau qui criait, bourreau qui yélait, en vérité, bourreau qui payait, allez bourreau, papa ou qu'a crié ou, vent fait bourreau. » Merci. Voilà. Attends. Donc Hervé nous signale que c'est fini, mais continue, on va finir sur ça. Eh bien, c'est le conseil nous peut bailler, c'est les livres là, et puis critiquer, oui. et puis enrichir, peut-être s'y et bourreau toujours qu'à payer, maman. Bourreau, ni 100 jours pour mettre là, mais bourreau, ni un jour, ni un jour. Même si c'est pas sous la terre, mais ni un jour, il y a du bout devant méchanceté, et puis il y a payé. À la pesée des âmes. Ah, ça clair. À la pesée des âmes. Merci. Merci. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à, de la Guadeloupe, Régis. 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 Et puis, Régis, tu rentres en contact avec Imanié. Merci à vous tous, mes amis. Merci à Evelyne, je sais qu'elle nous regardait ce matin. Mais je n'ai même pas dit merci à Evelyne. Evelyne, avec quel plaisir je vais te recevoir samedi matin, Evelyne. Je vais te prendre dans mes bras, je vais te serrer, je vais t'embrasser très fort, parce que ce que tu as dégagé dans le peu de mots que tu as dit a suffi pour me faire t'aimer. C'est super. Merci à Hervé qui nous a aidé à réaliser cette émission. Et puis merci à Manuela qui a mis le film à l'arrivée ce matin. Merci Manuela. Merci. Adorable. Et puis à vendredi. Bye bye. Au revoir.